vous devrez à chaque fois me dire de quelles caractéristiques d'un régime totalitaire il s'agit. Bon, déjà, c'est quoi un régime totalitaire? Un régime totalitaire, c'est quoi? Alors, eh bien déjà c'est un régime qui exerce un contrôle sur la société. Et quand je dis un contrôle, c'est vraiment un contrôle total. Et ce régime totalitaire, il a trois caractéristiques principales. Je dis bien principales parce qu'il y en a d'autres. Ouh là là, je mange les poils de ma bonnette là. Alors déjà, il a bien évidemment un pouvoir centralisé. Un pouvoir centralisé. Avec un parti unique. Donc ça c'est la première caractéristique. Donc qui dit parti unique dit aussi chef tout puissant. Donc un chef tout puissant. Il a deuxièmement un contrôle idéologique et social. Un contrôle idéologique et social. Un contrôle idéologique et social avec de la propagande et un culte du chef. Donc ça va très bien avec la première caractéristique, le chef tout-puissant est derrière la propagande avec le culte du chef. Donc les deux vont un petit peu ensemble. Donc contrôle idéologique et social, deuxième caractéristique. Et enfin, on peut bien sûr parler de la répression par la terreur, avec une police politique, des purges, parfois même des camps de travaux, des camps de concentration, etc. Donc voilà, une répression par la terreur. Donc j'espère que tu as bien retenu les trois. Est-ce que tu peux me les redire s'il te plaît? Parce que moi je le donne. Essaye de me redire les trois. Bon après c'est surtout pour les collégiens ou les lycéens. Ça peut quand même te faire des petites révisions. Et puis ça peut t'amener à mal. Et là tu te rends compte que même si t'es pas collégien, tu peux peut-être aussi te réfléchir un peu plus sur ce qu'est vraiment un régime totalitaire. Est-ce que Xi Jinping c'est un régime totalitaire? Xi Jinping il a peut-être des caractéristiques. Peut-être même d'autres, mais c'est ça, je sais pas. Oui c'est ça, donc on avait le pouvoir centralisé, le contrôle idéologique et social, ainsi que la répression par la terreur. Très bien. C'était très facile. Allez, on commence notre petite histoire là. Pour les autres. Parce que sinon ils risquent de s'ennuyer. D'abord je bois un peu. Après je prends un petit cerveau. C'est promis. Je sais que vous l'aimez bien celui-là, le petit cerveau. Alors, après la Première Guerre mondiale, l'Europe, elle est épuisée. Il y a des millions de morts, il y a des blessés, on a des millions de familles qui sont brisées. Et bien sûr, l'économie est très affaiblie, bien évidemment. La confiance dans les gouvernements est extrêmement faible. Et bien sûr, je parle même pas de la cohésion sociale. Donc tout ça, ce sont des éléments un petit peu incubateurs, catalyseurs, si je puis dire. Et en Allemagne, eh bien, c'est encore pire. Parce que le traité de Versailles, comme vous le savez, eh bien, il impose des lourdes sanctions. Donc là, on parle du traité de fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne a perdu et elle est obligée de subir ce traité. Donc on a de lourdes réparations, on a des pertes territoriales et la réduction de l'armée. Et ça provoque un sentiment de trahison et d'humiliation
le cerveau, je crois. Mais d'abord, première question. Quand un peuple humilié et en crise cherche un sauveur qui promet ordre et grandeur, à quelle des trois caractéristiques d'un régime totalitaire pensez-vous? Allez, je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu et je fais un petit notif. C'est ça, il s'agit du contrôle idéologique et social. On exploite la peur et le sentiment d'injustice pour mobiliser la population derrière quelqu'un qui est charismatique, avec le culte du chef. Et c'est vrai que l'Italie sort victorieuse de la Première Guerre mondiale. Mais le pays est profondément frustré. Elle n'obtient pas tous les territoires promis dans les traités de paix. C'est ce qu'on appelle la victoire mutilée. Le pays connaît une crise économique sévère. Donc là pareil, on a du chômage élevé, on a de l'inflation, on a des grèves et on a évidemment différents troubles sociaux qui vont se multiplier. C'est toujours un petit peu le même schéma, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc les paysans réclament des terres. Les ouvriers font grève dans les usines. Et la peur d'une révolution communiste à l'italienne inquiète les élites. L'État libéral apparaît faible et incapable de résoudre ces crises. En mars 1919, Benito Mussolini fonde les Fasci Italiani di Combattimento à Milan. À Milan, la ville de Milan, très belle ville d'ailleurs. Et en fait, c'est un mouvement politique qui attire d'anciens soldats et bien sûr des militants nationalistes. Et pour imposer son influence, il organise des milices paramilitaires qu'on va appeler les fameuses chemises noires, qui frappent les grévistes, dispersent les manifestations et attaquent les socialistes et même les communistes locaux bien évidemment. Et ces violences, elles vont créer un climat de peur, ces fameuses violences avec les chemises noires. Mais en même temps, eh bien, elles séduisent les industriels, les propriétaires terriens et même une partie de la classe moyenne qui sont bien évidemment inquiets d'une révolution rouge et qui sont attirés par la promesse d'ordre et de sécurité. C'est intéressant de voir tout ça, c'est pour ça qu'on l'étudie en cours, c'est pour éviter qu'on répète le même schéma. Je vais faire un peu le cerveau. Je trouve ça super intéressant. Mais bon, on n'a pas fini encore. Peu à peu, le mouvement de Mussolini gagne en popularité et même en organisation. En 1921, il transporte les fascis en parti national fasciste, le PNF,
transforme en PNF et il obtient ses premiers sièges au Parlement. Et malgré les succès électoraux, l'Italie reste instable. On a toujours des grèves, des manifestations, des affrontements avec les socialistes qui se poursuivent dans les villes comme dans les campagnes. Mussolini va alors jouer la peur et l'intimidation pour renforcer son image de leader fort. En octobre 1922, il organise la marche sur Rome. Il menace d'un coup d'État avec ses partisans. Et craignant une guerre civile, c'est là que c'est intéressant, le roi Victor Emmanuel III choisit de ne pas résister et nomme Mussolini chef du gouvernement. À 39 ans, Mussolini devient le plus jeune président du Conseil d'Italie. Et ça, c'est en 1922. En 1922 qu'il organise cette marche sur Rome. Je répète un petit peu les dates pour que ce soit un peu plus instructif, éducatif. Il faut toujours qu'il y ait une part d'éducation, surtout pour les jeunes qui regardent mes vidéos, bien sûr. Je peux pas que faire du storytelling. Voilà. J'espère que vous comprendrez. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il va gouverner en coalition avec d'autres partis. Mais très vite, il centralise le pouvoir entre ses mains. Les chemises noires continuent bien évidemment d'intimider les opposants politiques. Et la violence politique devient tout doucement un outil systématique pour maintenir l'autorité fasciste. En 1924, j'essaye toujours de faire chronologiquement mes scripts. Comme ça vous pouvez plus facilement retenir les dates et mes chapitres sont un peu plus sympas dans les vidéos. En 1924, l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti, qui avait dénoncé la violence et la corruption, la violence fasciste, provoque un scandale politique. Mussolini assume sa responsabilité politique et profite de la situation pour consolider encore davantage son pouvoir. En 1925, il proclame officiellement la dictature fasciste. Le parlementarisme est aboli. Donc en gros, ciao les débats. Tous les partis d'opposition sont interdits. La presse est censurée. Et le régime contrôle progressivement l'ensemble de la société italienne. J'espère que vous n'avez pas été trop choqués de ma miniature YouTube. J'hésite à la mettre, mais il y a pas mal de miniatures sur YouTube qui sont aussi comme ça. Et moi j'aime bien faire un peu de sensationnalisme sur mes miniatures quand même, pour attirer le plus de monde bien sûr, sans abuser. Mais bon. Bref. Question numéro 2. Enfin, en réalité c'est la troisième. Question numéro 2. Mussolini est porté au pouvoir grâce à un parti unique et devient un chef incontesté. À quelles caractéristiques d'un régime totalitaire cela correspond? Allez, je vais un petit
ça correspond typiquement au pouvoir centralisé, hein. Le parti unique, le chef tout-puissant, tous deux qui concentrent le pouvoir politique. Voilà. Alors, là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Mussolini. Vous avez vu comment il est arrivé au pouvoir. Maintenant, on va parler du troisième régime totalitaire. On reviendra sur la montée d'Adolf Hitler un petit peu plus tard. Le troisième, c'est bien sûr c'est Staline, c'est le régime soviétique. Parce qu'en parallèle de tout ça, je reste chronologique. Après la mort de Lénine en 1924, il y a une lutte de pouvoir qui éclate au sein du Parti communiste. Joseph Staline, qui occupe alors le poste de secrétaire général, profite de sa position pour placer ses alliés à des postes clés et pour isoler ses rivaux politiques. Et l'un de ses principaux opposants, vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est Léon Trotsky. Il est progressivement écarté du pouvoir. Il est d'abord marginalisé au sein du parti et il est exilé en 1929. Et 11 ans plus tard, en 1940, il est assassiné carrément au Mexique sur ordre de Staline. Et mon chien qui fait du bruit là, désolé. C'est galère pour tourner mes vidéos de mon chien parce qu'il pleut dehors, je peux pas le laisser dehors. Entre mon chien et mes filles, c'est galère là. Et en plus, il y a une tempête dehors. Bon. À la fin des années 1920, Staline devient le dirigeant incontesté de l'URSS. Il concentre le pouvoir entre ses mains et bien évidemment, il élimine toute contestation. Dès 1928, Staline lance la fameuse collectivisation forcée des terres agricoles. À partir de là, les paysans doivent céder leurs terres et leurs récoltes à des fermes collectives, c'est ce qu'on appelle les kolkhozes, ou les fermes d'État, les sovkhozes. Ça, j'en avais plus rarement entendu parler des sovkhozes. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Mais... Cette mesure radicale, elle a bien sûr un but, c'est de financer l'industrialisation rapide de l'URSS et d'augmenter le contrôle de l'État sur l'économie. Mais, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur les origines de la guerre en Ukraine, eh bien elle provoque une famine massive. Cette fameuse famine en Ukraine, bon il n'y a pas qu'en Ukraine, il y a eu beaucoup de souffrances aussi en URSS. Voilà, donc ça provoque une famine en Ukraine, on l'appelle d'ailleurs l'Holodomor, il fait des millions de morts. Et bien sûr, ceux qui résistent aux collectivisations, comme les goulags, sont arrêtés, sont déportés ou parfois même exécutés, hein, tout simplement. Mais peut-être que je ferai une vidéo dédiée à l'Holodomor. C'est super intéressant de voir les archives qui ont été ouvertes en 91 à la chute de l'URSS, qui ont été refermées par Vladimir Poutine. Mais entre-temps, on a pu étudier pas mal de choses et les historiens ont pu analyser pas mal d'éléments, notamment des lettres qui ont été envoyées entre les différents responsables politiques. Et c'est terrifiant, terrifiant. Voilà. Donc, en parallèle de cette collectivisation forcée, Staline impose les plans quinquennaux. Les plans quinquennaux, ça faut le retenir.
mines et les transports sont développés, mais bien sûr au prix d'un effort surhumain de la population. Les travailleurs sont surveillés et le non-respect des quotas peut entraîner des sanctions sévères, parfois la mort. Et pour assurer sa domination, Staline met en place une répression massive. Les années 1930 voient des purges politiques spectaculaires, vraiment. Dirigeants de partis, militaires, intellectuels ou même simples citoyens sont arrêtés sous l'accusation d'être ennemis du peuple, entre guillemets, ennemis du peuple. Et comme tu t'en doutes, les procès sont souvent truqués et largement médiatisés pour intimider la population. Des millions de personnes sont envoyées dans les goulags, donc ce sont des camps de travail forcé, je pense que tu en as déjà entendu parler, qui sont situés dans des régions très reculées et hostiles, où les conditions, je vais y arriver, de vie sont extrêmement difficiles et où beaucoup meurent d'épuisement, de faim ou de maladie. Il y a un film, il faut que je vous en parle, ça s'appelle Les Chemins de la Liberté et il faut absolument le voir, il est incroyable. Alors je sais pas pourquoi je pense à ce film, je sais même pas si c'était des goulags ou des camps de concentration, je m'en souviens plus, mais il est vraiment incroyable. Ce sont je crois des Polonais qui sortent de camps, il me semble que c'était des goulags, et qui s'échappent et qui traversent des zones mais terriblement hostiles pour rejoindre leur chez eux. Et c'est un très bon film, de toute façon, vous regardez la note qu'il a eue, je pense qu'elle parle d'elle-même. Mais je vous le conseille, Les Chemins de la Liberté. Moi je suis d'origine polonaise, donc du coup il me semble que j'avais regardé le film pour ça. Je me suis dit tiens, je vais voir ce qu'ont subi un petit peu mes anciens compatriotes. Les ancêtres, les compatriotes de mes ancêtres, enfin bref, je m'éloigne. La police politique, donc le NKVD, contrôle la population en infiltrant les villages, les usines et même parfois les familles. Et donc bien sûr ça crée un climat de peur permanent. Et on en arrive à notre troisième question. Donc la police secrète, les purges et les goulags, tout ça, il s'agit de quelles caractéristiques d'un régime totalitaire? S'il te plaît. C'est facile. Eh bien, il s'agit effectivement de la répression et de la terreur. Donc, élimination de l'opposition et contrôle de la population par la peur. Donc, cette caractéristique était vraiment marquée dans le régime de Staline. Chacun des régimes avait de toute façon une caractéristique un peu plus forte que l'autre par rapport aux autres régimes. Alors, Staline utilise également, comme vous avez pu voir certaines affiches, la propagande. La propagande à outrance pour renforcer son pouvoir. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais on avait genre des portraits géants, des statues qui sont encore présentes d'ailleurs en Russie, des films et des affiches qui représentaient Staline comme le père des peuples. Le père des peuples. Vous avez vu, je l'ai mis au pluriel. Un guide indispensable pour la nation.
enseigne son portrait comme un exemple de héros. Les médias glorifient ses actions et toute critique publique est littéralement impossible. Le culte de la personnalité est omniprésent. Staline est présenté comme le génie de l'économie, de l'armée et du socialisme. Un dirigeant sans lequel le pays serait perdu, quoi. Et donc, on en arrive à notre quatrième question. Donc là, il s'agit de glorifier un chef à travers la propagande. C'est quelle caractéristique d'un régime totalitaire, ça? Facile. La propagande pour renforcer son pouvoir et limiter la population et les tutelles qui représentent comme les pertes de peuple. Pour la nation et les exécutions enseignent le portrait comme un exemple depuis je l'ai beaucoup lu. Eh bien, il s'agit du contrôle idéologique et social, bien évidemment. Donc on a une manipulation de l'opinion publique et le fameux culte du chef. Bon, ça commence à rentrer là, je crois. Allez, on repasse à notre Dolphy. En URSS, comme en Allemagne, l'instauration d'un régime totalitaire s'accompagne d'un contrôle total de la société et d'un culte du chef. Mais, si Staline s'impose dans un pays déjà centralisé sous Lénine et sous parti unique, en Allemagne, c'est différent. Parce que l'Allemagne est plongée dans une crise politique et économique profonde qui va permettre à un nouveau leader charismatique de s'imposer. En 1919, peu après la fin de la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler rejoint un petit parti d'extrême droite à Munich, le Deutsche Arbeiterparti, le DAP, on appelle le DAP. Le DAP qui va se transformer, tu verras quoi. Très vite, grâce à son charisme et à son talent d'orateur, il attire l'attention des membres et devient principal leader du parti, qui prend bientôt le fameux nom de NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands. Hitler développe alors une idéologie virulente. Il dénonce les communistes, les juifs et ceux qu'il considère comme les traîtres à la nation allemande. Il promet de restaurer la grandeur de l'Allemagne humiliée par le traité de Versailles, c'est ce dont je vous parlais au début. Et il séduit une population en crise économique et sociale. En novembre 1923, Hitler tente de prendre le pouvoir par la force du putsch de la brasserie à Munich. Il entre dans une grande salle avec ses partisans. Il tire en l'air et proclame la révolution, le début de la révolution. L'opération échoue rapidement, la police intervient, 16 nazis sont tués et Hitler est arrêté. Ce putsch raté aurait pu marquer la fin de sa carrière, mais c'est plutôt le contraire qui va se passer. Le procès devient une tribune médiatique. Hitler y expose ses idées pendant plusieurs jours et il transforme le procès en un véritable meeting politique. Pendant sa détention, il écrit Mein Kampf. C'est un ouvrage qui synthétise son programme idéologique et politique et qui sera largement diffusé
leçons de l'échec du putsch et décide que le NSDAP doit désormais accéder au pouvoir par les élections et non par la violence. Le parti se transforme en une organisation très structurée. Uniforme, drapeau, chants, rassemblements spectaculaires et bien évidemment propagande omniprésente. D'ailleurs, Hitler va même jusqu'à soigner ses gestes et postures devant un miroir. Il est aidé par les metteurs en scène pour rendre son discours plus impressionnant et imposant devant les foules. C'est ce que beaucoup de politiciens font aujourd'hui. À l'époque, c'était pas forcément le cas, mais lui, pour lui, chaque détail comptait. La situation économique s'aggrave à partir de 1928 avec... c'est 1929. J'ai failli oublier la date. Avec le fameux krach boursier aux États-Unis qui provoque une crise mondiale. J'ai fait une vidéo dessus, je sais pas si je l'ai encore rendu public ou pas au moment où je tourne cette vidéo. Mais en tout cas, elle va provoquer une crise mondiale. En Allemagne, le chômage il explose. 6 millions de personnes sont sans travail. La pauvreté augmente et le mécontentement envers les partis traditionnels se développe. Voilà, donc à partir de là, bien évidemment, le NSDAP exploite cette crise. Ils promettent du pain, du travail et le retour de la grandeur allemande. Aux élections de juillet 1932, le NSDAP devient le premier parti du Reichstag, mais Hitler n'est pas encore chancelier. Le président Hindenburg hésite. En fait, il a un peu peur de sa brutalité et de son idéologie extrême. Mais sous la pression des élites économiques et politiques qui pensent pouvoir le contrôler, Hitler est finalement nommé chancelier le 30 janvier 1933. Et très rapidement, il va consolider son pouvoir. Le Reichstag brûle le 27 février 1933, un incendie dont il accuse les communistes pour justifier des mesures exceptionnelles. En mars 1933, le Reichstag adopte la loi des pleins pouvoirs, donc qui lui permet de gouverner sans parlement, et il annule ainsi toute opposition légale. Tous les partis politiques sont interdits, sauf le NSDAP. La presse est muselée et les opposants sont arrêtés et envoyés dans les premiers camps de concentration. Après la mort du président Hindenburg en 1934, en août 1934, Hitler cumule les fonctions de président et de chancelier, donc il devient officiellement le Führer. Chef incontesté de l'Allemagne. C'est à partir de là que le pays bascule dans un régime totalitaire. Le pouvoir est centralisé entre les mains d'un seul homme. La propagande et le culte du chef contrôlent la société, et la répression et la terreur étouffent toute opposition. Ce qui est assez particulier, c'est que la jeunesse est endoctrinée, comme en URSS. L'école et la culture sont manipulées pour servir l'idéologie nazie, et l'économie est organisée pour soutenir l'effort militaire et national.
doivent prêter serment de fidélité à Hitler. Et même les cours de mathématiques incluent des exercices destinés à inculquer la haine des ennemis du peuple dès le plus jeune âge. Donc ça montre à quel point le contrôle idéologique est total. Et c'est pour ça que j'aimerais te poser une question. On a l'interdiction des partis, la presse muselée et le contrôle de l'éducation. Et tout ça, ça illustre quelles caractéristiques d'un régime totalitaire à ton avis? Exactement. Ça illustre le contrôle idéologique et social. Voilà. Donc on a le pouvoir centralisé avec un parti unique et un chef tout-puissant. On a le contrôle idéologique et social avec la propagande et le culte du chef. Et on a une répression par la terreur avec police politique, purge et camp de concentration. Donc je vous ai juste répété